Bonjour à toutes et tous. Oui, ça a démarré. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être là ce matin. Alors, désolé, je vais commencer par une toute petite règle, c'est qu'on va essayer de couper le micro de chacun et j'en suis désolé. Et on est quand même ravis de vous retrouver ici ce matin. Euh, alors, il nous manque encore une intervenante, mais c'est pas grave, on va faire c'est l'improvisation du direct et on a deux éminents intervenants à qui je vais proposer de se présenter dès à présent. Et on a encore des gens qui arrivent. Marion, Aurélie, mes chers collègues, je vous invite, si vous voulez bien, à faire entrer les personnes et nous, on va commencer. J'ai juste à ma droite, j'ai monsieur du coup Michael Carré, le président fondateur de Merci Julie. Michael, je t'en prie, présente-toi à nos auditeurs. Merci Titouan, bonjour à tous. Alors je suis particulièrement heureux d'être ici. J'ai notamment eu la chance il y a un certain nombre d'années d'être le premier secrétaire général de la Silver Valley de 2010 à 2013. Donc bon, je suis un peu ému aussi. La thématique est super intéressante sur le virage domiciliaire et les intervenants réunis autour de la table sont tout à fait pertinents. Donc, bon, moi, je vous présenterai un petit peu après, effectivement, ma structure qui tourne autour de l'ergothérapie et qui a essayé, effectivement, d'aborder les sujets du virage domiciliaire de façon innovante. Merci beaucoup, Michael. J'ai aussi monsieur Jérôme Durand du groupe Présence Verte. Cher Jérôme, je vous laisse vous présenter. Eh bien, bonjour à toutes et tous et aussi ravi d'être à vos côtés pour échanger sur ce thème qui est pour nous crucial. Donc, je représente en effet le groupe Présence Verte. Je reviendrai plus en détail tout à l'heure dans les jeux de questions, mais groupe Présence Verte qui est le leader et pionnier de la téléassistance en France et je donnerai quelques chiffres plus précis tout à l'heure sur le sujet. Merci beaucoup, Jérôme. Je propose qu'on commence. Je vais dire un mot pour introduire le sujet. Bon, ça va être rapide. Aujourd'hui, on est là, vous êtes tous des porteurs et des porteuses d'innovation, d'idées, de créativité, d'invention et aussi vous êtes à la recherche d'inspiration pour vos projets. Et vous savez, le virage domiciliaire aujourd'hui, c'est un peu clé. C'est un peu clé, alors pour une raison sociologique en premier lieu, c'est que la plupart des Françaises et Français sont, souhaitent vieillir à domicile, mais aussi qu'il y a une dynamique des grands décideurs en France. Et voilà, si Elsa, et je reprendrai mon petit pitch après pour laisser Fini, vas-y. Une introduction, peut-être quand même. Bonjour Elsa, je finis juste la petite introduction et je te laisse te présenter. Merci infiniment d'être parmi nous. Oui, du coup, je disais la dynamique des grands décideurs et Elsa en sera aussi la témoin du virage domiciliaire, de la prévention. On voit alors très récemment dans le PLFSS, donc le projet de loi de finances de la sécurité sociale, une dynamique importante là-dessus. Une dynamique qui est portée par les services autonomie et la réforme qui est passée en juillet. Demain et aujourd'hui et demain sera dévoilée la nouvelle stratégie de la Poste qui est quand même très tournée vers le domicile également. Donc voilà, on a les donneurs d'ordre qui sont vraiment dans cette dynamique-là. Elsa, bienvenue, bonjour, merci d'être parmi nous Bonjour. et je te laisse te présenter. Je suis celle qui était coincée dans une réunion juste avant. Je suis vraiment confuse. Aucun Bonjour problème. à tous. Donc, Elsa Parlant, je suis la directrice de l'action sociale de l'assurance retraite Île-de-France. Et puis, je suis à la CNAV, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, depuis 7 ans et j'occupais avant le poste de directrice de l'innovation, direction de l'innovation que j'avais créée à la CNAV donc, il y a 7 ans. Donc, vous voyez là, le lien avec Silver Valley, la question des seniors, de l'innovation, ne m'est pas du tout étrangère. Bravo et merci. Merci beaucoup, Elsa. Écoute, Elsa, je te propose d'entamer ce premier tour de table avec nos intervenants, du coup, Jérôme et Miguel. Et justement, Elsa, très très bonne transition parce que c'est vrai que le réseau Silver Valley connaît surtout l'assurance retraite Île-de-France pour son implication même très importante auprès du développement de l'innovation en faveur de la prévention. Mais c'est vrai que finalement, l'action que recouvre ta direction, la direction de l'action sociale en Île-de-France, finalement, est
est bien plus large. Vous avez un champ d'action qui est très significatif et très systémique. Exactement. Alors, l'idée, c'était de commencer à vous présenter, à vous donner un peu la big picture pour que chacun ait un niveau d'information un peu plus détaillé. Alors, à n'en pas douter, vous avez tous entendu parler de l'assurance retraite dans une actualité assez récente liée à ce qu'on a appelé la réforme des retraites. Voilà, donc vous n'avez pas pu passer les uns et les autres à côté de cette information. L'assurance retraite, elle a deux métiers. Elle a la liquidation, enfin le traitement du droit et la liquidation des retraites, et une deuxième action qui est celle de l'action sociale, c'est-à-dire toutes les actions qui ont pour objectif de participer à l'accompagnement du bien vieillir et prévenir la perte d'autonomie. Donc, pour ça, il y a un combinatoire d'actions qu'on met en œuvre, parmi lesquelles, en fait, si on dézoome un peu, l'innovation au travers du soutien à l'émergence de produits, services à destination des seniors, si on dézoome, on a tout un volet de versement d'aide individuelle. Alors, l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les retraités à domicile, ils ont besoin de services de type aide à domicile. Ils ont besoin d'équiper leur logement pour des questions de télésurveillance et voilà cet aspect de sécurisation du logement. Ils ont besoin d'avoir une série de petits travaux qui peuvent être effectués au domicile pour préserver aussi un cadre de vie, un habitat adapté. Donc, on a toute une série voilà, d'aides individuelles qui sont versées. Un deuxième gros volet de notre action est celui de l'adaptation des logements. Donc là, on a une politique hyper volontariste sur le parc social et le parc privé. Donc, à partir du 1er janvier, nous n'aurons plus le parc privé puisque c'est l'ANA qui va récupérer au travers de MaPrimeAdapt toute l'adaptation des logements des seniors sur le volet MaPrimeAdapt. Nous, on va garder tout le champ de l'adaptation du parc social. C'est quoi l'adapter son logement? C'est la question qui se pose à un moment donné de vivre dans un environnement sécurisé et adapté à la perte d'autonomie et de coller le plus possible aux besoins du senior. Donc, il y a toute une étape, une évaluation qui est faite par des structures qu'on finance au domicile de la personne. On évalue la nature des besoins qui sont les siens. Nous, on déclenche avec ergothérapeute ou pas une analyse des besoins et on appuie par une aide de 3 500 € jusqu'à 3 500 € pour l'adaptation des logements. Donc ça, c'est un point qui est très important. Politique extrêmement volontariste, je le disais, parce qu'on a un conventionnement avec 30 bailleurs aujourd'hui en Île-de-France. Et juste pour vous donner une ordre d'idée, les chiffres ont leur importance. Ça représente à peu près 44 millions d'euros de budget financé pour l'adaptation du logement sur la période des 4 dernières années. Donc, ça donne à voir un peu la façon dont on intervient. On a aussi des actions de sensibilisation auprès des seniors, beaucoup d'actions de prévention. Alors, on est assez convaincus, nous, que la première étape, elle est celle de informer et permettre de progressivement réaliser. Vous savez, les études en neurosciences prouvent qu'on croit tous qu'on a 10 ans dans notre tête de moins que la réalité de notre âge. Plus je vieillis, plus je me rends compte. Et là, je me dis que ça ne doit aller que croissant, ce problème. Et donc, on a toujours l'impression que tous les services qui sont adaptés sont pour les autres, pour soi, on verra plus tard, et que du coup, la prise de conscience est très tardive. Notre idée, elle est que par l'organisation de forums, salons, présence à des forums et des salons, etc., on peut avoir ce premier niveau d'échange avec parfois les aidants de personnes beaucoup plus âgées, mais qui eux-mêmes commencent à être dans des situations où ils pourraient être en situation d'aide. C'est j'ai 65 ans et un parent vieillissant de 85 et pour lequel on voit déjà à 65 ans un état de lien social très rompu, une situation d'aidant très affirmée, un logement pour lequel depuis 30 ans il ne s'est rien passé dedans, etc., etc. Donc ça, on fait beaucoup d'informations et de sollicitations et de conférences et autres. Et puis, on a un énorme maillage. Nous, on a une politique qui est de dire la CNAV, son boulot, c'est d'apporter les financements à celles et ceux qui sont les plus experts pour porter l'action sur le terrain. Et à ce titre, on a beaucoup de partenariats avec le secteur associatif et tous les acteurs de terrain, les centres sociaux, les résidences sociales, les foyers de travailleurs migrants, les petits frères des pauses, France Bénévolat, qui nous présentent en fait des projets et des actions qu'ils mettent en place et à destination du public senior.
C'est hyper structurant parce que dit comme ça, on se dit oui, bah, enfin, c'est un peu évident. Mais par exemple, les centres sociaux, au départ, sont des activités qui relèvent beaucoup de la dimension famille. Ils recevaient essentiellement des familles. Et puis, depuis quelques années, les centres sociaux, entre 20 et 30% de la population qui reçoivent sont des seniors et pour lesquels ils étaient un peu en difficulté pour savoir quelle activité, action proposer à destination des seniors. Donc, par le biais des financements de la CNAV, en fait, ils ont pu recruter des chargés de mission qui pensent des actions, qui sont adaptées et qui font maillage avec le reste des actions qui sont sur le territoire. Alors, je ne vais pas vous faire un catalogue, mais c'est pour vous donner un peu une idée. On a aussi une grosse action sur le soutien financier à la réhabilitation, à la construction d'habitats adaptés aux seniors. Donc, ça, c'est la partie dite lieu de vie collectif. Donc, c'est des prêts à taux zéro et des subventions versées essentiellement aux résidences autonomie, mais aussi au soutien de l'habitat inclusif auquel on croit beaucoup, pour diversifier aussi les réponses en termes d'habitat. Donc, voilà, donc tout ce chemin. Et puis, la dernière action très forte, c'est le PRIF, dont je suis administratrice. Ce sont des ateliers thématiques de prévention. Là, je vous le présente de façon, parce que c'est très à l'oral, exactement de la façon j'aime le moins le présenter. Ça donne un effet, elle vient nous vendre son histoire et son catalogue. En fait, ces actions-là, elles sont extrêmement interdépendantes les unes aux autres. Si je vous donne un parcours idéal, c'est de passer par une adaptation du logement qui peut déclencher une visite de prévention derrière pour dire Madame, au travers de l'adaptation du logement, on se dit qu'il y a peut-être d'autres besoins qui pourraient être enclenchés. Et est-ce que ça ne vous intéresserait pas de réintégrer des ateliers collectifs de prévention qui vous permettraient d'être un peu ouvert sur votre environnement? Et ça se manage avec le bailleur social, par exemple, et puis d'avoir une résidence autonomie à proximité avec laquelle on est en partenariat pour dire, vous savez, il y a par exemple de la restauration ouverte sur les résidents de votre quartier dans cette résidence autonomie. Ce serait vraiment super que vous puissiez aller découvrir ce lieu et qui va, dans le parcours résidentiel, permettre le moment venu d'opérer une transition à peu près sans rupture entre alors c'est la version idéale, entre mon habitation de départ et puis le moment où la perte d'autonomie deviendra trop importante. Voilà, et l'innovation comme dernière brique au travers de notre appel à projet et puis du VivaLab, action très, très, très structurante, soit pour des projets en phase d'émergence, soit sur des projets beaucoup plus consolidés, c'est le VivaLab pour venir renforcer un dispositif déjà existant. Je ne vais pas plus loin, sinon je vais vous prendre à 13h, on sera toujours ensemble, donc je me connais, je me discipline. Merci beaucoup Elsa pour cette première intervention qui venait ouvrir à ce tour de table. Alors, notre parterre d'intervenants a été savamment étudié justement pour avoir cette chaîne de valeur entre l'assurance retraite qui est auprès des bénéficiaires. Et je me tourne maintenant vers Mickaël pour ensuite me tourner vers Jérôme. Mickaël, du coup, fait ces fameux diagnostics du domicile. Tu portes, Mickaël, une activité d'ergothérapie. Je te laisse nous en dire plus et je te laisse aussi peut-être nous dire, en fait, vous êtes au plus près des seniors chez Merci Julie et en fait, quels sont leurs besoins? Est-ce qu'il y a des choses qui changent dans leurs besoins? Voilà, vous les côtoyez tous les jours et en grand nombre. Merci. On pourrait faire une conférence entière rien que sur les besoins des seniors. Donc, l'idée, c'est juste de poser peut-être que quelques idées forces et de nourrir le débat après, les questions avec les participants. Madame Parlange, Merci Julie, ma structure est le parfait exemple de l'action en fait que vous pouvez avoir puisque vous nous avez soutenus dès le départ, avant même qu'on crée la structure en tant que telle. Donc ça remonte à 2012 et aujourd'hui effectivement on est la plus grosse structure d'ergothérapie en France. Donc bon, je pense que ça se passe de commentaires, ça marche. Et effectivement, VivaLab, vous en avez parlé qu'à la fin, mais nous qui sommes, avec mes différentes équipes et mes différents partenaires, on voit les différents lots de l'accompagnement, on voit à quel point c'est, comme vous disiez, structurant et ça apporte vraiment quelque chose. Donc, c'est rare que des acteurs de la puissance publique ou autour en tout cas de l'écosystème public s'investissent autant dans la partie innovation et c'est super précieux. Pour ma part, je suis entrepreneur depuis 20 ans dans cet écosystème médico-social. J'ai longtemps œuvré sur des aventures uniquement B2B et ça me démangeait de pouvoir avoir un impact direct sur les bénéficiaires. C'est pour ça que j'ai cofondé Merci Julie en 2016. Alors pour l'info, Julie, c'est le prénom de ma fille. Voilà, il n'y a pas d'autre secret. Ouais.
Notre entreprise a l'agrément ESUS, solidaire d'utilité sociale. C'est important pour nous. On en reparlera sur la partie innovation sociale. Et c'est une sorte de cabinet d'ergothérapie de nouvelle génération, dont la vocation première est d'accompagner les acteurs, alors essentiellement territoriaux, dans tout ce qui est leur mission d'accompagnement du public vieillissant. Voilà. Notre action se fonde sur une action nationale. C'était important d'avoir un maillage en fait qui couvre tout le territoire. On reparlera, je pense, après d'accessibilité géographique des services. C'est comme pour les caisses de retraite, c'est très très important. Et on a vraiment des prestations globales qui sont le fruit d'une vraie R&D. On n'a que des salariés qui sont formés. Donc, on pense que c'est vital pour justement avoir une pérennité de l'action intéressante. Et on travaille tant sur la partie mise en place d'aide technique que sur la partie adaptation, travaux pour le logement. On en est à peu près, enfin un peu plus de 15 000 interventions à domicile. Aujourd'hui, l'équipe représente un peu plus de 70 salariés. Donc, c'est vrai qu'on commence à avoir, et c'est essentiellement ergothérapeutes et travailleurs sociaux. Donc, c'est vrai qu'on commence à avoir une certaine capacité à pouvoir valider ou invalider certains constats menés par des sociologues ou par des experts du marketing, de la silver economy. Mais bon, donc c'est pour ça, je ne vais pas rentrer dans un panel exhaustif, je vais juste citer quelques points qui sont forts et qui nous paraissent importants depuis le début de notre aventure. Dès le départ, en fait, on avait créé Merci Julie sur un constat qui était que beaucoup de préco faites par des experts à domicile, que ce soit ergothérapeutes, enfin principalement ou autres, n'étaient pas forcément assez suivis, que le taux de mise en œuvre des préco était trop faible. Donc, un des premiers enjeux pour nous, donc c'est pas vraiment, enfin c'est un besoin pas forcément formulé, mais pour nous c'était quelque chose, un enjeu auquel il fallait qu'on réponde, c'était le suivi des bénéficiaires dans la durée. Et ça a été cité de façon déjà comme thématique force à l'instant. Donc, on a vraiment travaillé sur ce suivi, alors à la fois avec des modèles présentiels, bien sûr, mais aussi en distanciel, parce que après, il faut aussi, on est rattrapé par un pragmatisme économique évident et des financements, et donc on a défini un concept de téléergothérapie à l'époque. Une seconde dimension intéressante et qui est très en lien, à mon sens, avec le fait que le virage domiciliaire ne devient plus juste un fantasme, mais bien rentre dans la réalité du terrain, c'est une plus grande perméabilité entre l'univers médico-social et l'univers sanitaire. Nous, on a de plus en plus de projets qui se montent autour de l'accompagnement de bénéficiaires en sortie d'hospitalisation. On va avoir des médecins qui vont envoyer vers des professionnels de l'ergothérapie des bénéficiaires. On va intervenir même chez la personne avant même qu'elle sorte de l'hôpital. On va aussi avoir des projets où on va avoir des mutualisations de plateformes, de bouquets de services entre plusieurs départements avec un éventuel financement de l'ARS, alors que jusqu'à présent, l'échelle était vraiment départementale uniquement. Donc tout ça me semble assez important et preuve que ce sujet du décloisonnement nous semble complètement clé. Mon groupe organise pour la 3e année consécutive une journée nationale d'échange dont la thématique c'est parcours et coordination. C'est le 7 novembre prochain et c'est effectivement, on essaie de réunir autour de la table justement différents acteurs de la chaîne de valeur parce qu'on pense que c'est comme ça que ça marchera et qu'on changera d'échelle. Et puis pour terminer, puisqu'on parle, là on n'a pas encore évoqué la notion de baby boomer et autres. Nous, chez Merci Julie, la moyenne d'âge de nos bénéficiaires, c'est 81 ans. Donc c'est pas dur. Dans 5 ans, on va commencer à accompagner massivement des baby boomers. Donc le rapport au mode de consommation, le rapport à l'innovation, à la techno sont sensiblement différents. Et je pense que c'est encore un euphémisme avec les générations actuelles. Donc de toute façon, les mutations dans les 5 ans, pour moi, vont être énormes. On reparlera après de ma prime adapt, mais c'en est qu'une parmi plusieurs bouleversements. Pardon. Voilà. Merci beaucoup, Michael, pour cette ouverture également. Et là, du coup, je me tourne vers un troisième maillon de la chaîne. Jérôme, que vous représentez le groupe Présence Verte et du coup, entre autres, les activités d'assistance. Est-ce que vous pouvez justement nous décrire cette activité et mettre un peu en exergue, en évidence, votre place un peu fondamentale, du coup, dans la chaîne de valeur du maintien à domicile et du virage domiciliaire? Et surtout, Présence Verte est quand même connu pour ses valeurs de proximité, de dernier kilomètre et de proximité avec ses bénéficiaires. Jérôme, je vous écoute. Ouais, merci Tito, mais vous avez dit déjà l'essentiel. Mais pour partir peut-être sur le point d'histoire en fait de Présence Verte et parce qu'on est originaire d'un régime qui est la mutualité sociale agricole, hein, donc le régime agricole, je dirais aux côtés du régime général et c'est intéressant aussi d'entendre justement le point de vue de la CNAV, mais on relève véritablement de cette volonté
politique mutualiste de mettre en place un système pour le maintien à domicile. Et ça, c'est une volonté qui date de 35 ans, puisque Présence Verte a plus de 35 ans d'existence. Donc, on a vraiment cette origine liée à une politique sociale très claire, très identifiée du maintien à domicile. Donc ça, c'est proprement dit notre origine. Et relevant de cette histoire mutualiste, on s'est construit de façon associative avec un ensemble de réseaux et un maillage très étroit sur l'ensemble du territoire, puisque le groupe Présence Verte, c'est 25 associations réparties sur l'ensemble du territoire. Et ça nous semble clairement essentiel dans l'approche du service. Alors, si je dois donner quelques chiffres, hein, c'est Présence Verte, c'est 450 collaborateurs. Ça, c'est un plateau, et ça, on insiste beaucoup là-dessus, où je devrais dire plutôt des plateaux avec 70 collaborateurs qui interviennent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est quand même la pierre angulaire aussi du service. Et ce plateau, pour vous donner un ordre d'idée, traite 1,7 million d'appels par an. Donc c'est colossal. Et parmi ces appels, et c'est ce qui fait la valeur ajoutée très forte d'un service de téléassistance, c'est cette capacité à filtrer au sein de ces appels ce qui relève d'un véritable caractère d'urgence et ce qui peut relever ce qu'on qualifie, nous, l'appel de confort, mais qui me semble aussi extrêmement important d'identifier et auquel il faut pouvoir apporter une réponse. Donc voilà, ça c'est quelques métriques pour représenter Présence Verte, qui est le premier téléassisteur dans les contrats gré à gré. Donc on a 125 000 abonnés, donc ça nous place clairement sur ce rôle de leader. Et comme Titon vous le soulignez, voilà, on défend cette approche d'intervenant du dernier kilomètre. C'est aussi un terme que la MSA se plaît à utiliser, mais voilà, c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important de pouvoir aller au domicile, de pouvoir aller expliquer ce dispositif de téléassistance. Quelque part, la téléassistance, c'est un marqueur aussi de la perte d'autonomie. C'est quelque chose qui n'est pas facile à accepter quand souvent les aidants cherchent à le proposer, à l'aider. C'est souvent le schéma de la mise en place d'une téléassistance. C'est rarement l'aider qui va le solliciter, mais plutôt à l'initiative d'un aidant. Et on doit jouer ce rôle essentiel d'accompagnement de l'aidant dans l'acceptation de la téléassistance auprès de l'aidé. Et ça se fait au domicile. Ça permet de comprendre ce qu'est le quotidien, d'adapter aussi les matériels à la situation peut-être géographique ou l'organisation du logement. Donc, on fait ce travail très précis d'accompagnement et de rencontre au domicile. Et ça, c'est une caractéristique très, très forte du service Présence Verte qui est assez à part dans ce que peuvent pratiquer les autres téléassisteurs. Cette place aussi centrale ou de proximité, Michael le soulignait, de ce besoin de lien ou de coordination entre les acteurs, on mise aussi beaucoup là-dessus. Et donc, être présent au domicile, c'est aussi pouvoir faire le lien avec d'autres professionnels. L'ensemble des appels qu'on reçoit aussi peuvent être exploités et peuvent créer du lien avec d'autres intervenants au domicile. Et ça, on mise beaucoup là-dessus et on essaye d'enrichir clairement ce service-là. Il y a toute la dynamique, là aussi Michael le soulignait, de sortie d'hospitalisation, qui est un phénomène montant. Et là, on a besoin justement d'équipes locales en capacité de réagir et d'intervenir dans des délais très courts. Et ça, c'est aussi un positionnement qu'on a et qu'on maintient sur ce besoin de sortie d'hospitalisation. On pourrait faire le lien aussi avec ce qui arrive de plus en plus avec les EHPAD à domicile et qui nécessitent de la coordination de soins autour d'une personne. Là aussi, on pense que la téléassistance, avec ces systèmes, on va dire techniques et technologiques, peuvent peut-être apporter une partie des réponses. Pas seulement, mais une partie de la réponse. Autre point qui est aussi important que je voudrais souligner dans l'activité de Présence Verte, c'est la qualification de matériel. On a en interne un laboratoire qui teste les matériels du marché, qui les met à l'épreuve sur le terrain avec nos équipes. En moyenne, on teste pendant quasiment 9 mois un matériel avant de le valider et de le diffuser auprès de nos abonnés. Ça nous semble aussi très essentiel d'avoir cette vigilance-là, à la fois de vérifier la fiabilité du matériel
pour détecter les situations, on va dire, critiques, et ça, il nous faut une fiabilité parfaite là-dessus. Il y a de plus en plus l'acceptation du matériel qui ne doit pas du tout être stigmatisant. Et puis, il y a le confort aussi du matériel qui était peut-être oublié à une époque, hein, où on avait des médaillons avec des chaînes métalliques lourdes et pas du tout flexibles. Bah, c'était pourtant vendu et ou en tout cas pas analysé du point de vue du client. Et ça, on s'y attache de plus en plus à avoir ce retour client pour avoir quelque chose d'accepter sur tous les points de vue, parce que ça veut dire un matériel qui est porté. Et ça, c'est la première chose à obtenir, c'est que ce matériel soit porté pour qu'il puisse être opérant. Et donc, ce travail autour du matériel, il est essentiel aussi. Et on travaille avec différents opérateurs, différents constructeurs, avec différents points de vigilance pour nous, qui est la fiabilité, je l'ai souligné, l'origine des matériels, et puis aussi, on reviendra peut-être sur ce sujet-là, la pérennité du constructeur pour qu'on puisse vraiment proposer dans la longueur des matériels qui vont être stables, maintenus, pour garantir un service pérenne. Donc voilà sur les quelques angles du métier ou l'approche présence verte, mais on pourra redévelopper sur pas mal d'autres aspects tout à l'heure, je pense, au travers des autres questions, Tito. Tout à fait, merci beaucoup Jérôme. Alors je précise à Elsa et Michael et Jérôme que voilà, je laisse la place évidemment aux réactions spontanées Ouais, je veux bien. s'il y en a. S'il y en a, Michael, oui. Je veux bien rebondir effectivement sur le propos de Jérôme parce que beaucoup d'acteurs depuis 20 ans cherchent à créer des bouquets de services dans notre écosystème et l'un des problèmes, l'un des verrous à lever, c'est toujours le point d'entrée dans ce bouquet de services. Moi, j'ai toujours milité pour le fait que ce soit un téléassisteur effectivement qui puisse être en amont parce que au-delà de la téléconvivialité dont on parle, il y a effectivement une qualification des enjeux, des besoins et des contraintes de la personne qui pouvaient permettre effectivement de bien faire les choses après. C'est difficile à monter. On parlera peut-être de la Poste tout à l'heure, enfin, t'en parlais au début, Titouan. Effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui cherchent ça, mais bon, c'est pour ça, je pense que le maître mot, c'est partenariat, c'est chaîne de valeur. Et il faut qu'effectivement, on arrive ensemble à créer les bons systèmes, quoi. Je ne peux que confirmer, Michael, mais on se cherche encore pour arriver à créer ce bouquet. En effet, c'est pas encore complètement stabilisé là-dessus. Et je comprends pas en fait pourquoi on n'y arrive pas. Mais c'est. C'est- On y arrivera sans doute à force d'efforts. Mais du coup, je reviens à notre cœur du sujet. C'est vrai que là, on a compris les interactions et la complémentarité dans les différentes étapes de la considération des bénéficiaires dans le vieillissement et particulièrement dans le virage domiciliaire. Et c'est vrai que je reprends un mot que Jérôme a donné, c'est coordination. Et là, je me tourne vers Elsa parce que Elsa, vous êtes un peu avec l'assurance retraite finalement au cœur de ces réseaux de coordination entre les différentes instances, institutions. Euh, Est-ce que tu peux me décrire un peu ces interactions finalement avec les autres acteurs, alors, le département, la CNSA, dans la prise en charge des bénéficiaires? Oui, alors tout d'abord, je vais rebondir sur ce que Jérôme présentait, hein, sur cette notion qui est clé pour nous et on le dit tous, mais on a plus de difficultés à l'intégrer. C'est comment est-ce qu'autour de cette notion, avant cette notion de coordination, on place la logique de l'usager au cœur de la réflexion. On a encore une tendance assez forte à délivrer, à penser le service sans forcément avoir rendu partie prenante celles et ceux qui en seraient les bénéficiaires finaux. Et ça, je le reprends, Titouan, sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le service qui est délivré au final, c'est comment est-ce que vous voulez qu'on vous fasse connaître ce service, quels sont les messages qui vous le rendent intelligible, par quel type d'opérateur vous avez besoin que ce soit connu, parce que parfois, passer par voie de mailing ou de communication classique, on le sait, ne rend pas du tout intelligible le service auquel on va avoir accès. Donc, en fait, on se rend compte qu'il faut de la médiation par un travailleur social, un ergothérapeute, une AMO qui va intervenir à domicile, etc. Et à ce titre, on est encore, je pense, tous très perfectibles et avec cette petite tendance qu'on a tous, mais c'est très normal, d'être un peu dans des couloirs de nage où on est tous persuadés d'être
on fait nos longueurs, on les fait le plus vite possible avec le chrono à la main. Et puis parfois, on oublie en fait que dans la façon qu'on a eu de le faire, il aurait été bien de mettre en correspondance avec ce qui se passait à côté. Je vous donne un exemple tout simple aujourd'hui, et ça, moi, je m'en réjouis énormément. On est en train aujourd'hui, sur l'évaluation des besoins des seniors au domicile, on passe par ce qu'on appelle une évaluation dont je vous parlais au tout début. Bon, cette évaluation consistait à dire, au regard d'un critère et d'un système, poser un GIR entre, voilà, alors nous, on relève du GIR 4-5, pardon, 5-6, et après, les départements prennent en charge sur le GIR 1-4. On vient de signer à l'échelle nationale, hein, ce n'est pas nous spécifiquement, une convention de reconnaissance de l'évaluation entre les équipes des départements et les équipes de l'assurance retraite du régime général pour dire, en gros, je vous la fais courte dans l'expérience client, quand nous, on allait au domicile de la personne, on pouvait se retrouver, nous, chez régime général, à dire écoutez, madame Truc, c'est très bien, mais en fait, vous relevez de l'APA, donc il faut que vous recontactiez le conseil départemental pour que vous ayez une nouvelle évaluation au domicile par le conseil départemental. Autant vous dire que le nombre de personnes qui faisaient la démarche de contacter leur département pour avoir une deuxième évaluation, évidemment, entraînait une chute importante. Inversement, les équipes du département évaluaient des gens en disant « Ah, vous relevez du régime général, bon courage, il faut trouver votre caisse de retraite, celle dont vous relevez, puis elle va venir chez vous, et puis à partir de là, vous aurez une évaluation. » Ça y est, on vient de se dire que ce serait pas mal qu'on reconnaisse les uns et les autres l'évaluation qui est faite par les équipes des uns et des autres et que surtout, on se passe des données pour pouvoir permettre à la personne de ne pas être proactive sur la démarche, mais que nous, on soit à la manœuvre par rapport à cela. Donc, la coordination, c'est un travail de tous les instants parce qu'elle pose aussi la question de l'utilisation. Et ça, Jérôme doit être très sensible à ça, autant qu'on l'est, mais nous encore plus parce qu'on dépense de l'argent public. Hein, donc, à ce titre, d'être extrêmement assuré que les investissements que nous mettons sur l'ensemble des opérateurs et acteurs de cette coordination complexe sont au bon niveau d'utilisation. Ce qui pose des questions aussi un peu déplaisantes parfois, mais ils sont celles du contrôle. Je vais donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, quand on verse des aides techniques, la coordination, elle va de l'évaluation qui est faite au domicile, l'ergothérapeute qui va évaluer le besoin, et puis le plan d'aide qui va être fait pour monsieur et madame Michu. Ils vont avoir leur système de plan d'aide. Je vais vous donner le cas classique. C'est le gendre qui va aller chez Bricorama, acheter la barre d'appui, acheter le réhausseur et qui, dans sa bonne volonté, va ou pas poser, et bien ou pas comme il faut, les aides techniques qui auront été envisagées. Nous, aujourd'hui, on se dit il faut absolument qu'on ait là aussi un passage en coordination de l'ergothérapeute après pose du matériel, d'un point de vue utilisation et usage, et d'un point de vue budgétaire pour s'assurer que en fait, la dépense elle a été effectuée conformément à ce qu'on attendait de l'engagement qui était pris. Et après, ce qui est très clair dans la coordination, c'est que on a encore une difficulté d'être dans des logiques un peu de guichet intégré à l'échelon de sa ville, de sa commune, de son département, qui consisterait le plus possible à avoir une sorte de 1 ou 2 acteurs principaux qui peuvent m'orienter le plus possible vers l'intégralité des offres et des soutiens dont je peux bénéficier en fonction d'une pré-évaluation de ma situation. Et c'est d'autant plus complexe que moi, je ne cesse de le dire, on n'a pas… moi, j'ai toujours détesté ça quand j'étais plus jeune. Quand on parlait des jeunes, je trouvais ça complètement fourre-tout comme approche. Et je trouve qu'on a un peu cette tendance aussi à parler des seniors, alors qu'il y a autant de situations que de seniors, parce que le senior, en fait, c'est un parcours de vie, c'est une famille ou pas, c'est du lien social, c'est des activités qu'il avait menées, un décrochage ou pas pendant la retraite, c'est être en couple ou tout seul, etc. Et vous le disiez tout à l'heure, hein, le profil des boomers qui arrive n'est pas du tout celui des retraités qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, en plus, on voit une évolution majeure aussi dans les profils et les publics. Donc, de la question à la base et à chaque étape d'un dispositif de coordination, d'avoir les seniors qui nous confrontent sur les fausses bonnes idées qu'on pourrait avoir, dont on est absolument convaincu qu'elles existent. Et du coup aussi, dans le côté de l'opérateur administration que je représente, et un truc qui est compliqué pour l'administration, Jérôme doit le vivre aussi, mais en tout cas sur le côté, c'est débrancher des actions dont on voit qu'elles ne portent plus de bénéfice. On a un peu de mal à débrancher. En général,
on est un petit peu dans des empilements parce que c'est compliqué de débrancher, mais pour nous tous, hein. Et donc, de passer son temps à être sur des mesures d'impact ou de l'évaluation qui guident aussi la question de l'accompagnement des seniors, notamment dans le cadre du domicile. Voilà, en gros, ce que je pouvais dire du côté opérateur CNAF que nous sommes. Merci beaucoup Elsa. Non, mais on fait une parfaite transition du coup, pas avec la question qui arrive tout de suite, mais avec la suite en effet sur un certain décloisonnement. On en reparlera notamment avec ma prime date, mais du coup je me tourne vers Jérôme pour être un petit peu, on va être un peu prospectif aussi. C'est l'ADN de Silver Valley, mais du coup, Jérôme, quelle place vous voyez du coup demain dans la téléassistance, dans le virage domiciliaire? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles innovations? Alors, je ne parle pas seulement d'innovations technologiques et techniques, mais globalement des innovations au sens large de services, de processus, de moyens qui vont se naître. Est-ce qu'il y a des petites tendances là, ou des signaux faibles que vous voyez émerger? Oui, oui, bien sûr, et merci de la subtilité de la question qui tourne sur la notion d'innovation sociale et non pas uniquement technologique, et je pense que c'est un point central dans la réflexion. Je voudrais juste qu'on dresse le tableau de la téléassistance en France et qu'on soit très lucide sur ce qu'on vit actuellement, parce que ça me semble constitutif de comment le marché devrait ou pourrait évoluer. Très clairement, la France est en retard sur le marché de la téléassistance dans son approche. L'âge moyen d'une personne protégée ou sous un système de téléassistance, quel que soit l'opérateur, c'est 84 ans en France. C'est-à-dire qu'on intervient extrêmement tard et on intervient quasiment toujours dans le même contexte. On intervient après l'accident, après une hospitalisation, c'est-à-dire quand le foyer s'est fait un peu peur sur une situation et là on se dit il va falloir s'équiper. Et ça, on est, je dirais, les mauvais élèves de l'Europe là-dessus, mais c'est assez représentatif aussi de notre déficit d'investissement sur les politiques de prévention. C'est culturellement en France, on n'est pas très avancé sur ces logiques de prévention. Et on le ressent très fortement dans le domaine de la téléassistance. À titre de comparaison, donc les 75 ans et plus, il y a à peu près seulement 9% de la population française qui est équipée de téléassistance pour les 75 ans et plus. Comparativement, l'Angleterre réalise à peu près 30% d'installations sur les 75 ans et plus. Donc on voit bien le gap avec d'autres pays tels que l'Angleterre. Donc on a vraiment ce retard, je dirais, à l'installation qui me semble extrêmement problématique. D'autant plus qu'on sait pertinemment là qu'on va faire face à un mur démographique avec l'arrivée des papy boomers. Et ça, il va falloir qu'on puisse l'assurer, puisque ça va devenir un véritable enjeu de société à pouvoir maintenir à domicile, puisque ça se traduira soit par déborder le système de soins, ce qui va être une vraie problématique, ou de pouvoir et devoir construire des structures collectives qui ne sont pas forcément attendues non plus par les seniors et sur lesquelles on sait qu'on n'aura pas un parc de toute façon capable d'accueillir cette vague de papy boomers. Donc l'enjeu du domiciliaire, il est extrêmement fort dans les années qui viennent. Mais il faut qu'on évolue très fortement sur cette capacité à avoir une approche de prévention, installer la téléassistance dans une logique de prévention, pour avoir des effets très directs sur préserver aussi, comme je le soulignais, notre système de soins. J'indiquais tout à l'heure le rôle essentiel d'un plateau d'écoute, pouvoir filtrer un nombre extrêmement important d'appels et de serier, ce qui relève vraiment d'un caractère d'urgence, c'est déterminant. Si on ne fait pas cette intervention-là, c'est systématiquement un senior qui va appeler les services de secours en direct ou qui va, dans le pire des cas, faire une chute et être découvert le lendemain ou le surlendemain et devoir être hospitalisé et donc surcharger évidemment l'ensemble du système de santé. Donc, il y a vraiment un enjeu à intégrer la téléassistance dans une logique de prévention. Et ça, on n'y est absolument pas encore. Donc, si on veut prendre ce virage domiciliaire, il faut qu'on puisse rentrer dans ces logiques-là. Alors, bien sûr, il y a
il y a des intervenants, et je pense à la CNAV avec des dispositifs comme Oscar, hein, qui sont aussi sur lesquels nous, on s'appuie beaucoup et on salue complètement la démarche avec cette vision aussi globale du domicile, ce diagnostic qui est fait sur le domicile. Et nous, on est très fiers de pouvoir venir s'intégrer, hein, sur ces dispositifs et offrir une téléassistance. Mais voilà, ça manque encore beaucoup. Et puis, on a un autre phénomène en France que je tiens à souligner, c'est cette spirale, j'allais dire, baissière des tarifs de la téléassistance. Les collectivités organisent quelque part le marché de la téléassistance, notamment au travers des délégations de services publics, mais pas seulement, et avec la pression sur évidemment les dépenses publiques, Elsa le soulignait, eh bien, on rentre dans une logique à avoir une téléassistance à très bas coût. Alors, ça peut être entendu et ça peut être perçu comme une téléassistance accessible, et ça, c'est peut-être le bon côté du phénomène, mais ça se traduit aussi par un environnement de la téléassistance qui est complètement figé et qui n'innove plus, ou peu. Et ça, cette dynamique prix, elle est quand même très, très néfaste sur cette capacité à innover. Et quand on cumule ces phénomènes, on se retrouve avec une réalité du marché qui est à la fois j'équipe très tard, j'équipe plutôt à bas coût, et donc j'équipe avec des systèmes relativement basiques et domiciliaires. C'est-à-dire que tout ce qui est aussi téléassistance mobile, qui peut permettre une entrée ou une approche plus jeune de l'usage de ces solutions, se développe relativement peu. Parce qu'il n'y a pas encore de matériel assez développé ou un panel de solutions assez vaste pour peut-être intéresser le public, parce qu'il y a peu de campagnes d'information sur ces dispositifs. Donc là aussi, voilà, on est un petit peu en retrait là-dessus. Alors, on a quelques expériences, hein, qui se mènent. Je crois qu'Elsa faisait le lien aussi entre les acteurs, et notamment, je pense à des structures type résidence autonomie, où on fait des partenariats pour mettre en place de l'accueil de jour. Et on va proposer de la téléassistance à ces personnes qui sont en accueil de jour, et ça permet de faire le lien, de consolider le maintien au domicile, mais en même temps commencer à projeter la personne de façon progressive vers un habitat collectif. Et ça, c'est des démarches qui nous semblent intéressantes, mais c'est encore très à la marge. Donc, voilà, là, je pointe quelques lacunes ou freins sur ce marché, mais qu'il faut vraiment regarder objectivement, parce que on veut parfois aller un peu trop vite dans le développement et l'innovation, et même l'innovation sociale, et le marché n'est pas complètement mûr, malheureusement, avec cette logique prix et puis ce déficit de prévention. Donc, pour moi, si demain on doit prendre ce virage domiciliaire pleinement, c'est d'investir extrêmement fortement sur des politiques de prévention et d'y insérer potentiellement la téléassistance pour avoir ce caractère, j'allais dire, aussi un petit peu prédictif, sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure. Merci beaucoup, Jérôme. En effet, alors on reviendra un tout petit peu tout à l'heure sur l'ouverture au parcours résidentiel avec Elsa, et en ouverture à la fin de nos échanges sur voilà, comment on engage les seniors qui peuvent vivre chez eux dans un habitat collectif. Mais avant ça, je me tourne vers Mickaël pour qu'il nous parle aussi de sa structure. Merci Julie, qui en fait, quand on parle d'innovation sociale, on en a parlé, Jérôme, en fait, ça peut être une innovation sociale autant dans sa proposition de valeur que dans la façon dont la structure est constituée. Mickaël, je t'en prie pour parler finalement du cercle vertueux que tu as créé voilà, de façon structurelle. Alors, c'est pas pour présenter la boîte ou la mettre en avant, ça Mm. serait juste effectivement pour en tirer des enseignements si on peut, mais juste pour rebondir sur un des propos d'Elsa de tout à l'heure, nous, ce qu'on pense aussi dans la mutation des besoins de la population, c'est que ça va s'accélérer. C'est qu'aujourd'hui, on pouvait se dire tous les 10 ans, on avait à peu près bien étudié la population, on en comprenait un peu les tenants aboutissants. Maintenant, ce sera peut-être tous les 5 ans qu'il faudra qu'on se pose la question et qu'on revoie en profondeur alors, les politiques publiques et nous, nos logiques d'opérateurs et d'innovation. Alors, ça fait la transition parce que on a rapidement parlé d'innovation techno. C'est pas l'enjeu aujourd'hui. Je vais parler d'innovation sociale, et puis entre les deux, il y a l'innovation servicielle qui, effectivement, pour moi, a toujours été finalement la plus importante, la techno étant
au service, enfin du service. Et là, effectivement, bon, moi, mes associés, moi, on s'est toujours retrouvés dans ces concepts d'innovation sociale, avant même que l'économie sociale et solidaire devienne un concept aussi déployé, et c'est heureux, hein, évidemment. Et c'est vrai que ça renvoie aussi bien à des actions qu'on fait auprès des bénéficiaires qu'à son organisation interne, l'innovation sociale. En tout cas, c'est comme ça qu'on la voit, et c'est comme ça que jusqu'à présent, ça marche pas trop mal. Alors, moi, je me suis entouré au niveau de l'équipe de Merci de personnes qui partageaient cette envie d'avoir un impact social, mais pour aller au-delà et avoir aussi un impact en matière écologique, puisque ça devient de plus en plus important dans la société actuelle. On a en fait, et ça rejoint aussi un des points dont parlait Elsa tout à l'heure sur la façon de penser, enfin de travailler sur l'usage, l'utilisabilité, l'acceptabilité des nouveaux dispositifs. On a travaillé avec des partenaires expérimentés dans tout ce qui était économie circulaire des aides techniques, dans ce qui était insertion professionnelle, pour travailler en fait donc, dans une démarche réellement d'open innovation sur un concept innovant. Bon, donc c'est à titre d'exemple, encore une fois, c'est pas pour en parler en tant que tel, mais que nous on a baptisé Ergotech. Concrètement, une intervention à domicile d'un ergothérapeute chez une personne de plus de 60 ans ou en situation de handicap. On évalue ses besoins en vie et contraintes, vraiment in situ, in vivo chez elle, concrètement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est capable de mettre à disposition immédiatement et sans reste à charge du matériel adapté que l'ergothérapeute va avoir testé avec la personne sur place pendant cette primo-intervention. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite camionnette, enfin elle doit se balader avec du matériel dans le coffre de la camionnette, effectivement, pour que ça soit possible. Et ce qui est très important, c'est que ce matériel, parce que je parlais d'économie circulaire juste avant, c'est que ce matériel est très majoritairement de seconde main, et on travaille pour ce faire avec des acteurs comme Envie Autonomie. Un petit mot sur le financement, parce que comme pour beaucoup d'innovations sociales, pour les porteurs de projets qui nous écoutent, il faut bien comprendre que c'est pas un long fleuve tranquille et que le financement de ces innovations est souvent pluriel. C'est le cas pour les ergotech. Après, il y a quand même deux typologies d'acteurs qui reviennent souvent, les conseils départementaux et les caisses de retraite. Merci, Madame Parlange. Effectivement, c'est un peu les acteurs qui sont le socle, et après on enrichit autour. Le concept, en tout cas, ce concept d'ergotech séduit beaucoup, donc c'est pour ça que je me permets de le citer un petit peu en exemple. On a en moins de 3 ans déployé auprès de 20 conseils départementaux, donc ça montre effectivement une certaine empathie pour le modèle. Bon, côté interne, cette dimension d'économie sociale et solidaire, elle revêt de multiples formes. Alors, bon, il y a des choses qui sont un petit peu basiques. On parle par exemple de gouvernance démocratique. Bon, ça veut peut-être tout et rien dire, mais pour nous concrètement, ça veut dire des copiles où chaque participant a le même impact sur les décisions, quelle que soit la répartition du capital associé. Bon, c'est un peu le modèle type Scope pour ceux à qui ça parle. Notre comité de direction, qui est majoritairement féminin, va s'attacher aussi à suivre un panel d'indicateurs. Donc, encore une fois, pour moi, quand on mesure de l'impact, il est à la fois social, économique, dans notre secteur, c'est super important, et écologique. Et nous, on a dû prendre des décisions fortes, par exemple, sur la minimisation systématique du reste à charge de nos bénéficiaires, sur l'accessibilité géographique de nos services, parce que l'idée, c'est que tout le monde puisse en profiter, même si c'est dans une montagne en plein hiver, etc. Il faut qu'on puisse, et on sait très bien qu'on perd de l'argent sur certaines de nos prestations, mais pour nous, c'est un point clé, c'est vital, c'est comme le fait d'avoir que des salariés, enfin, il y a vraiment des concepts forts autour de tout ça. Et puis, pour le côté écologique, ça passe par des choses aussi basiques que le choix de nos véhicules. Alors bon, nous, c'est bioéthanol, après... on aura les partisans et les opposants aussi au bioéthanol, mais voilà, on essaye de faire quelque chose d'un petit peu différent. Puis pour terminer, on essaye avec notre équipe de R&D de travailler donc au niveau de ces suivis d'indicateurs, parce qu'encore une fois, l'impact, enfin, l'innovation sociale, elle est indissociablement liée pour moi à la mesure d'impact. Et au niveau de la chaîne de valeur complète, hein, pas juste de la sienne. Et bon, nous, on trouve actuellement, on essaie de travailler sur un concept qu'on trouve intéressant, qui est la satisfaction occupationnelle des bénéficiaires. Et pour nous, professionnels de l'ergothérapie, en fait, c'est vraiment le facteur clé, parce que c'est l'activité qui est au cœur de tout le boulot. C'est aider les gens à ressortir de chez eux, à bouger, à être stimulés. Et donc, bon, pour nous, c'est un critère qui semble intéressant et qui n'est pas encore trop utilisé. Mais voilà, on va y travailler. Juste pour bien comprendre, c'est ce satisfaction occupationnelle, c'est
Est-ce que la personne, elle a retrouvé du lien social grâce à un logement adapté? Est-ce qu'elle a retrouvé des nouvelles activités? Elle a retrouvé un peu d'ouverture sur l'extérieur? C'est ça, mais c'est le sentiment qu'elle en tire. D'accord. C'est le bien-être, c'est ce qu'elle va en tirer qui va l'aider à s'épanouir, voilà, et à profiter de la vie, avoir envie de profiter de la vie encore. Voilà. Parfaite transition avec, pour lancer cet ultime tour de table avec vous, Jérôme, en disant bah, finalement, l'adaptation du logement et plus particulièrement du lieu de vie, bah, non, pardon. Le virage domiciliaire, je repose ma question autrement, mais du coup, ça fait la transition avec ce que disait Mickaël. Le virage domiciliaire, ne se limite pas à l'adaptation, on va dire, technique du logement et du lieu de vie. Ça dépasse largement ça avec ben voilà, des nouveaux réseaux de solidarité, l'engagement des seniors, l'activité, la mobilité. Et voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ces paramètres justement pour s'ouvrir un peu au-delà du logement et du lieu de vie? Oui, on a. Ah, est-ce que c'est de notre côté ou c'est du côté de chez Jérôme? Il me semble que c'est du Ça côté de doit être chez du côté Jérôme. de chez Jérôme. Moi, je ne l'entends plus non plus. Ouais, il est figé. Il est figé. Bah, c'est pas grave, on reprendra. Ah, c'est bon, Jérôme, on vous a retrouvé. On Il vous y a a eu une retrouvé. micro-coupure. Ouais. Oui, je disais, on a beaucoup raisonné sur cette logique de bouquet de services. Et je pense que c'est essentiel d'avoir cette approche-là et très centrée sur les besoins individuels de chaque personne dans son maintien à domicile. Ce qui nous semble important, alors ce qu'on essaye de maintenir et de façon un peu historique, et ça c'est un enjeu fort à le maintenir, c'est, vous l'avez souligné Titouan, cette notion de réseau de solidarité. Ça c'est notre premier niveau d'intervention, c'est-à-dire que quand on a cette rencontre avec les proches, quand on a cette rencontre avec une personne qui veut vivre à domicile et être équipée d'une téléassistance, notre première démarche, ça va être de créer cette première bulle de sécurité un petit peu autour de lui, avec ce qu'on appelle, nous, un réseau de solidarité, qui, très concrètement, consiste à aller repérer de la famille, mais pas seulement, ça peut être des voisins, pour les identifier comme les premières personnes ressources pour intervenir auprès du foyer. Ça, c'est extrêmement, j'allais dire, consommateur de temps et de ressources hommes, bien évidemment, mais c'est l'engagement premier que l'on veut avoir. Et c'est pour ça qu'on maintient aussi ce modèle de téléassistance avec autant d'équipes sur le territoire. Et là, je pense qu'on est très proche avec Mickaël sur l'approche de cette capacité à intervenir partout en France, même dans les coins les plus reculés, en montagne ou ailleurs, mais est en capacité de venir à proximité et de créer ce réseau autour d'une personne. Sans cette création-là, je dirais que la téléassistance perd essentiellement de son sens. Et je le souligne parce que ce n'est pas toujours l'approche que l'on a, en tout cas dans le métier. Et nous, on défend très fortement cette ligne-là de constituer ces réseaux de solidarité autour d'une personne qui est en perte d'autonomie et qui doit être protégée. Ça fait tout le lien et tout le sens de pouvoir, je parlais tout à l'heure du nombre d'appels qu'on recevait et de pouvoir les filtrer. Bah, ces personnes sont nos yeux quand l'écoute ne suffit plus pour complètement interpréter le niveau de criticité d'un appel. Et là, on peut s'appuyer sur quelqu'un qui va aller au domicile et qui va nous rendre compte de la situation et nous permettre de jauger s'il faut ou non déclencher les services de secours. Donc ça, c'est ce réseau de solidarité, il faut absolument qu'on se batte pour le maintenir. Alors, c'est un effort que nous, on mène, mais je dirais aussi que ça devient compliqué de les constituer, les réseaux de solidarité. Ça devient pour nous un nouvel enjeu parce que les modes de vie changent. C'est-à-dire qu'on connaît peut-être parfois moins son voisin, il y a beaucoup plus de mobilité, et donc on n'a plus cette connaissance qu'on pouvait avoir. Je pense notamment en zone rurale où tout le monde se connaissait, bah, c'est en train de se perdre. Et en ville, ça s'est déjà perdu depuis bien longtemps. Donc, c'est loin d'être évident d'arriver à constituer ce réseau de solidarité, mais il faut absolument qu'on continue à se battre là-dessus. Et là, on est vraiment dans la logique de service et c'est pas du tout, la technologie qui pourra remplacer ça. Autre élément sur lequel on travaille dans cette logique de bouquet de services. Jusqu'à présent, on a des systèmes qui sont fiables et robustes sur la détection de la situation d'urgence. Et ça, on sait parfaitement le traiter. Ce qu'on veut de plus en plus mettre en place,
c'est la détection de signaux faibles de la perte d'autonomie et de la dépendance. Alors, ça passe par une couche de technologie, bien évidemment, mais c'est loin d'être suffisant. C'est-à-dire qu'il va falloir recueillir de la donnée et pouvoir l'analyser et ensuite pouvoir mettre des solutions en face. Donc déjà, ces premiers niveaux-là de réponse sont assez complexes à mettre en œuvre. Les technologies là-dessus sont relativement naissantes. Et nous, on en teste plusieurs, et quelques-unes commencent à apporter satisfaction. Mais après, on rentre dans une autre et nouvelle problématique, qui est le traitement de la donnée. Et qui est loin d'être un problème simple et neutre. Alors, je pense qu'Elsa à la CNAV, c'est aussi des sujets centraux sur la gestion de la donnée et la protection de la donnée. Eh bien, on va rentrer aussi dans ces dynamiques-là, où on va commencer à recueillir de la donnée potentiellement sensible avec une dimension sanitaire. Et là-dessus, il faut absolument pouvoir protéger cette donnée et pouvoir la partager pour qu'elle soit exploitable et qu'on puisse traduire ça par du service. Donc, ce côté demain prédictif de la téléassistance, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille de plus en plus. Et c'est à partir de cela, et dans une parfaite chaîne de gestion de la donnée, qu'on va pouvoir accrocher un bouquet de services pour faire circuler la donnée auprès de différents opérateurs. C'est très vrai dans ce qu'on évoquait, l'EHPAD à domicile, ou en tout cas pouvoir maintenir à domicile et pas hospitaliser quand on le peut, mais d'avoir toute une chaîne médicale autour d'une personne. Eh bien ça, on a besoin à la fois d'indicateurs de veille et de données de santé, et de pouvoir les envoyer aux bons professionnels de santé, pour des infirmières, des ergos, pour intervenir au bon moment et de façon efficiente. Et là, Jérôme, voilà. Je me permets, ça rejoint la question précédente qui était celle de la coordination entre le médico-social, le social et le sanitaire, pour qu'on ait une approche qui puisse permettre d'avoir de la donnée qui est connue à un endroit, puisse être ou déclencher un appui par un autre type d'activité. C'est ça qu'on a encore aujourd'hui, parfois des difficultés, mais qui s'expliquent, hein, vous le disiez aussi, sur la notion de la donnée, de la protection de la donnée, qui est centrale et de l'importance notamment d'interrégime au sein de la Sécu, d'être déjà extrêmement en lien les uns et les autres entre régime général, régime complémentaire, etc. Pardon, je me suis permis juste ça parce que ça. Non, mais c'est très juste. Et on est aux prémices de cette chaîne, et elle est pas complètement encore organisée. En effet, peut-être que les régimes de sécurité sociale ont un rôle clé dans cette démarche-là. Mais pour nous, l'enjeu, il est très fort, et il est là notamment. Il n'y aura pas de bouquet de services sans cette maîtrise de la diffusion de la donnée et de l'organisation et de la coordination. Donc, s'il doit bien y avoir un point d'évolution qu'on soutient, c'est autour de cette logique-là. Mickaël, je voulais dire un mot. C'est très, très important, ces notions de data, mais là, pour reprendre la notion de silo que vous utilisiez tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a de la data qui est constituée et gardée par le monde lucratif, il y a de la data qui est constituée et gardée par le monde associatif, et idem pour le public. La CNSA a mis en place, là, il y a moins d'un an, son centre de preuve. Il y a plein de choses super intéressantes qui peuvent en découler, qui sont totalement transversales. Il y a les projets éclats de la Sécu avec plein de data super intéressantes, mais qui ne sont pas ouvertes, accessibles. Nous, avec 15 000 interventions à domicile, on a de la data qui serait riche à exploiter, et on est prêt à la partager. En plus, dès le départ, on a fait l'effort de se mettre d'avoir un logiciel métier avec un hébergement de données de santé agréé. Comme ça, effectivement, en termes de sécurité, de traçabilité haute, je ne dis pas qu'on est parfait, mais effectivement, on a déjà mis la barre un petit peu haute. Nous, on pense que l'observatoire, c'est vital dans l'avenir. On est tout à fait partant pour être un des maillons d'un partenariat autour de ça. On a de la data, encore une fois, à fournir, mais il faut un cadre qui nous dépasse. Il faut un cadre peut-être de la puissance publique, effectivement, autre. Là, on dit juste que nous, on est partant, et puis on s'est rapproché d'acteurs comme Andeo ou autres qui ont ces mêmes envies autour de la data. Voilà. Et de la partie observatoire, parce que dans le sanitaire, il y a plein de choses qui existent et qui sont super. Dans le médico-social, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en retard encore. Mais très bonne transition, mais c'est parfait, c'est fluide avec la question que j'ai pour Elsa, justement, et qui est, entre autres, dans le suivi de ces data et dans le partage de ces data, quelles nouvelles interactions du coup, entre autres, l'assurance retraite souhaiterait voir se développer dans le soutien à domicile et dans la prévention. Par de la poste, est-ce qu'il y en a d'autres?
Ouais, alors je vais pas jouer du tout celle qui casse l'ambiance en fin de soirée, mais sur le virage domiciliaire, moi je trouve l'expression, enfin je suis encore assez sceptique sur la notion de virage. La notion de virage, il y a quand même la capacité à pouvoir changer radicalement de trajectoire. Or, je tiens quand même à le préciser, nous qui finançons beaucoup de structures évaluatrices, des SAD, hein, on a plus de 600 SAD conventionnés à l'échelle de l'Île-de-France, c'est quand même des métiers en très, très, très forte tension. Or, pour avoir un accompagnement au domicile avec une transformation des métiers à domicile, en fait, il faut un truc assez simple, c'est quand même des gens, parce que c'est quand même très aidant pour avoir un accompagnement sur toute la chaîne de valeur. Une difficulté aussi hein, sur le déficit de connaissances des types d'habitats qui existent au-delà du domicile, donc du domicile historique. Donc, le virage domiciliaire, il va s'opérer aussi quand finalement on aura soit connaissance des solutions qui existent, soit une envie, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas juste de trouver une place quelque part. L'idée, c'est de se dire, quand on est encore autonome, c'est d'avoir envie d'aller vivre à un endroit donné qui ne peut plus être son domicile. Et je précise là-dessus que les chiffres aussi pour le virage domiciliaire ne nous aident pas beaucoup. Hein. Il y a une étude IFOP hein, qui date de, je crois, mai 2022. 94% des retraités interrogés disaient ne s'être jamais renseignés sur les possibilités d'hébergement autres que celles de leur domicile. Et 92% déclarent vouloir vieillir chez eux. Donc, on voit bien qu'entre la notion du virage domiciliaire au sens solution adaptée pour bien vivre chez soi, qui est évidemment hein, l'idée de vivre chez soi le plus longtemps possible et la ressource, mais ça veut dire derrière que les services qui sont proposés doivent pouvoir permettre d'assurer ce service-là. Or, les tensions du secteur ne sont pas facilitantes par rapport à ça. Donc, nous, on a ce rôle et cette mission d'apporter aussi une contribution à la structuration du marché. On ne peut pas le faire tout seul, hein, ça ne relève pas que de nous, hein, ce sont des politiques publiques qui sont au-dessus de nous, sur des politiques de rémunération, recrutement, repositionnement des métiers, etc. Donc ça, c'est le point très important. Le soutien à la tech de manière un peu globale par rapport à ce que vous disiez, hein, et cette notion de comment à l'appui des data, alors nous, c'est un sujet, hein, il y a les data partagées, alors là, on est sur un champ déjà complexe, mais il y a nos propres données à nous, mieux les exploiter, mieux capitaliser sur ce qu'elles nous apprennent. Je vous donne des exemples hein, dans le parcours domiciliaire de la personne. On sait que les moments les plus en rupture, ils vont être le passage effectif à la retraite, le décès du conjoint ou de la conjointe et la nécessité du déménagement par rapport à l'habitat principal. Grosso modo, ces éléments-là de vie, on les a, ils sont structurants. C'est des éléments sur lesquels, par le biais de la retraite, nous, on a globalement l'information. Un changement d'adresse, une situation de demande de prestations différentes et évidemment la demande de retraite, du passage à la retraite. Comment nous, on peut capitaliser côté action sociale sur ces données-là pour se dire que c'est des moments où il y a un accompagnement particulier qui est à opérer pour pouvoir avoir un accompagnement au domicile plus important. Comment on fait le lien, vous disiez tout à l'heure, entre le sanitaire et le médico-social sur, après une hospitalisation à domicile, nous, on déclenche un plan d'aide, mais au-delà de ce plan d'aide d'urgence, comment est-ce qu'on se dit que c'est l'opportunité d'un accompagnement plus fort et plus renforcé pour éviter que des signes de perte d'autonomie ne surviennent trop tôt, ou alors équiper le logement pour se dire qu'est-ce qui a suscité cette chute? La question de la nutrition, la question d'un appartement pas adapté, la question d'un manque de mobilité, etc., etc. Donc, on le voit bien, en fait, la question du virage domiciliaire, si tant est qu'on puisse parler d'un virage, il recoupe la nécessité pour les acteurs de se mettre en réseau le plus possible, la question de travailler la donnée, la question de mettre au cœur des dispositifs et de la réflexion les seniors et leurs envies et leurs aspirations. Vieillir chez soi, oui, mais comment vieillir chez soi, oui, mais avec quelle réalité de moment où ce n'est plus possible et puis de prendre en compte, ça c'est notre objectif, nous, prioritaire, la situation des plus fragiles et des plus fragiles au sens précarité sociale, hein, de la précarité sociale et financière. Nous, c'est une réalité. Hein, aujourd'hui, vous le savez, les situations des seniors, on a ces deux bouts de la chaîne là dont se font le relais les associations, les jeunes et les seniors,
qu'on ne voyait pas de façon aussi forte venir demander aux Restos du Cœur une aide, aux Petits Frères des Pauvres une aide, etc. Donc, on voit clairement qu'il y a aussi une situation d'attention renforcée sur cette question du domicile et du parcours domiciliaire auprès des publics les plus fragiles. Donc, on a sur la couche de repérage des signes de prévention, on a une couche renforcée à avoir. Et on le sait, les publics les plus fragiles sont les publics les moins captifs et les plus difficiles à pouvoir, les publics les plus volatiles, et qui sont ceux pour lesquels le repérage est très complexe. Donc nous, une des actions prioritaires aussi, c'est de travailler avec les acteurs publics locaux et particulièrement les conseils départementaux qui ont un niveau d'information extrêmement élevé sur leur propre population et qui peuvent redescendre à l'échelon du territoire local du type mairie pour pouvoir aller chercher les zones, les territoires sur lesquels les besoins renforcés sont prioritaires. Merci beaucoup, Elsa. Alors, Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Non, mais alors, je vais faire un petit pas de côté pour la dernière question avant notre petit tour de table conclusif et les questions de l'Assemblée et des auditeurs. Michael, on a MaPrimeAdapt qui sera lancée au 1er janvier 2024. Elsa en a parlé un tout petit peu en disant voilà, la CNAV laisse à l'ANA le parc privé, garde le parc social, renforce son action sur le parc social. Bon, du coup, pour les locataires du parc privé, quel impact tu pressens sur le lancement de MaPrimeAdapt? Au-delà des financements qui seront apportés, est-ce que tu penses que ça va finalement faire un appel d'air ou en tout cas mettre en visibilité au plus grand nombre la considération de son propre vieillissement et du coup, même si on n'est pas totalement bénéficiaire de ces futures aides, on va vouloir quand même adapter son logement vu que peut-être qu'on en parlera plus. Titouan veut vraiment terminer par les sujets qui fâchent. Je commence juste avant de répondre à ta question par rebondir encore sur les propos de Jérôme et Elsa. Je trouve très intéressant vos derniers arguments, Elsa. Et en fait, un des concepts sous-jacents de tout ça, c'est la formation. Et c'est le manque de formation, la difficulté à financer la formation, y compris, enfin, tout particulièrement sur cette population des SAD. Nous, on essaie de mettre beaucoup l'accent là-dessus. C'est clairement pas un marché, c'est clairement pas une opportunité économique, mais c'est vital effectivement pour qu'on ait de l'impact dans le secteur. Puis c'est vrai aussi qu'il y a plein d'autres thématiques qu'on pourra aborder. Je sais pas, les personnes handicapées vieillissantes. On n'a pas le temps de l'aborder là aujourd'hui, mais c'est des sujets intéressants, complexes, et dont la complexité augmente. Bon, après, pour MaPrimeAdapt, donc pourquoi on peut en parler un petit peu? C'est parce que nous, donc au sein de Merci Julie, depuis 1 an et demi à peu près, on essaie de structurer un pôle social et technique à part entière. On a embauché plusieurs travailleurs sociaux, des techniciens du bâti, on a effectivement, donc on développe actuellement on a développé donc une offre d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour donc des bénéficiaires dans la recherche des financements et mise en œuvre concrète de travaux d'adaptation de leur habitat. Alors, c'est vrai que la finalité, les enjeux de MaPrimeAdapt sont tout à fait louables, on peut pas le nier, mais nous, on reste assez prudent sur l'impact à court terme que MaPrimeAdapt peut avoir dans l'écosystème médico-social. Encore une fois, je ne veux pas du tout être politiquement incorrect, mais et ce, d'autant plus que mon associé Mickaël Briquet s'est beaucoup investi dans les nombreux groupes de travail qu'il y a eu cette année autour de cette thématique et dans les instances représentatives de la profession. Mais on garde en fait à l'esprit les écueils du précédent programme Action Logement, et notamment de l'impact qu'il a eu sur la propension à payer en fait des bénéficiaires avec ce fameux 5 000 € sans reste à charge qui est devenu un petit peu le référentiel de budget pour transformer une salle de bain avec baignoire en douche, et je ne dis même pas italienne. Or, ce budget de 5 000 € est complètement insuffisant aujourd'hui pour faire des travaux dignes de ce nom, et a fortiori avec l'augmentation des prix des matériaux et l'inflation qui impacte la main-d'œuvre dans le BTP comme dans beaucoup de secteurs. Donc, je dis simplement qu'on aimerait, bon après on attend encore quelques annonces encore aujourd'hui et on attend encore un peu le timing, donc on espère que ça va se lancer vraiment au 1er janvier
Peut-être que les autres intervenants pourront rebondir là-dessus. Mais encore une fois, donc c'est pas pour chercher la petite bête, mais on est en particulier, nous, assez vigilants sur un point qui est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont entendre parler de ça, donc ça va générer des envies, enfin, en tout cas créer du besoin et de l'envie effectivement d'adapter les choses. Et beaucoup de ces personnes vont se retrouver au-dessus, voire juste au-dessus des plafonds, et donc ne pas avoir le droit aux aides alors qu'elles ne seront pas en proportion de payer elles-mêmes et qu'elles se seront dit que c'est un dû maintenant aussi. Donc, on va avoir quelques petites complexités, je pense, aussi à gérer. Nous, on essaie de trouver des concepts avec des banques qui seraient un peu enclines, enfin un peu empathiques en la matière et qui accepteraient d'avancer de l'argent, etc. Mais voilà, modestement, on essaie de travailler sur ces verrous. Après, c'est clair que je pense que sur la durée, si effectivement, dans 4-5 ans, vu les volumes qui sont envisagés, ça aura un impact évidemment très favorable sur l'adaptation des logements. Mais on part de très loin quand même. Merci, Mickaël. Alors, je vais proposer à ceux qui nous écoutent de poser leurs questions dans le chat. Et en attendant que les questions soient posées, alors on en a déjà 2 questions. En attendant que les questions soient posées, je vais faire un tout petit tour de table conclusif, auprès de nos intervenants, déjà pour savoir s'ils ont un mot à rajouter, sur les échanges. Mais surtout, là, on a quand même pas mal de porteurs de projets. Alors encore une fois, pas forcément que des grandes startups technologiques, mais voilà, des projets de tout ordre et de tout lieu. Et quel est un peu le meilleur conseil là que vous pouvez, lui donner? Elsa, si tu veux commencer, par exemple. Le meilleur conseil, c'est de pouvoir prendre le temps juste d'une analyse, et on le sait, hein, c'est quelque chose qu'on essaie d'améliorer, d'une analyse des appels à projets qui répondent le mieux à votre besoin pour pouvoir appuyer le financement. On essaie d'éclaircir beaucoup qui fait quoi entre s'adresser à l'opérateur X, Y. Ça, on sait que pour vous, porteurs de projets, c'est très compliqué. Donc, nous, c'est quelque chose sur lequel, et là-dessus, je félicite le travail que fait Silver Valley parce qu'ils essaient de réunir l'intégralité et de construire la cartographie de toutes les solutions et appels à projets qui existent pour que ce soit plus visible pour vous. Un autre conseil que je donnerais, alors qui n'est pas très pro, mais je peux vous dire que c'est un truc que je constate de façon très régulière. Quand on fait passer les auditions des porteurs de projets chaque année, là, dans le cadre de l'appel à projet qu'on porte, tout le monde arrive en parlant de moi, mon idée, je l'ai eue parce que mon grand-père, ma grand-mère. Moi, j'ai pas de souci, c'est une très belle histoire, ça se storytelle bien, etc. On est très nombreux à avoir eu la chance d'avoir eu des grands-parents. Pour autant, ça ne fait pas une idée économiquement viable. Et je fais un peu dans la provoque par rapport à ça, volontairement, parce que bien souvent, on se rend compte d'une chose, et Titouan, je pense que tu as eu l'occasion de le voir aussi, porteur que vous êtes, vous ne passez pas assez de temps à observer ce qui existe déjà sur le marché et qui fait que du coup, nous, assez rapidement, on a eu un côté un peu ascenseur émotionnel pour certains, pour lequel on trouvait le projet intéressant. Et en audition, on leur disait, mais c'est extrêmement proche, voire quasi similaire à telle et telle offre déjà existante sur le marché. Quelle est la proposition de valeur? Où est-ce que vous constituez du bénéfice, etc. Donc, je dirais qu'un des temps passés est celui aussi de l'observation du marché et donc d'un recueil de connaissances un peu théoriques sur, en effet, à la fois les besoins en lieu et place de ceux qu'on a pu observer au travers de ses propres grands-parents qui disent des choses, mais ça ne constitue pas un panel représentatif des grands-parents, et de pouvoir aussi aller sur les besoins dont on observe pour la collectivité qui sont les besoins les plus urgents, les plus prégnants. Quand je vous disais tout à l'heure que l'assurance retraite, un de ses axes prioritaires, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on va vers les publics les plus fragiles, c'est-à-dire celles et ceux qui spontanément iront le moins vers nous, concevoir et bâtir une offre sur le domicile vers les publics les plus fragiles. C'est une approche assez compliquée et qui demande en effet de monter des dispositifs qui ne sont pas forcément la projection de soi ou la projection de son propre, de ce qu'on voudrait pour soi. Donc voilà, bien benchmarker, renforcer le benchmark. La question qui paraît un peu évidente, mais de la projection dans le parcours usager et des besoins et de la qualification du besoin. La question du pourpairage du niveau de financement auquel que vous pouvez solliciter. Et puis, cette notion alors, vous le savez, on le dit tout le temps en innovation, la désirabilité, qui est un terme un peu
facile comme ça, un peu marketeux. N'empêche qu'on l'a confronté, je raconterai juste pour l'expertise, quand je travaillais sur l'innovation, la gendarmerie nationale, contre toute attente, de l'idée qu'on se fait de la représentation, est un écosystème hyper innovant en termes de services et de produits. Et je travaillais beaucoup avec eux en termes de services publics. Et ils avaient monté, je trouve, une approche qui était hyper intéressante. Dès qu'une idée émergeait en CODIR, le DG avait établi que les idées, elles allaient être confrontées aux usagers. Et donc, ils organisaient des sortes de sessions trimestrielles ou semestrielles, je ne sais absolument plus quelle était la fréquence. Mais en gros, sur les 10 idées qui étaient posées, en termes d'idées à ce stade-là, elles étaient confrontées à un panel de citoyens qui venaient les confronter. En général, ils avaient un taux de suite à l'issue de ces temps, en fait, qui étaient pour 10 projets, il y en avait un qui passait l'étape d'après. C'est-à-dire 9 qui avaient été considérés par le CODIR comme une bonne idée, voire une très bonne idée, et qui ne résistaient pas à l'étape de bah non, moi, ce service-là, j'en voudrais pas chez moi parce que pour telle et telle raison, éthique, morale, budgétaire, etc. Je raconte ça parce que c'est une anecdote que je trouve intéressante dans ce qu'elle dit de ce que l'on croit désirable, et souvent on est tous hyper amoureux de nos propres idées parce qu'on les trouve assez géniales, et comment on se détache de ça pour se dire qu'en fait, pour autant, on n'est pas la cible. Et que la cible va nous apprendre, et la cible notamment avec les spécificités pour le raisonnement des seniors, non pas comme un groupe comme ça homogène, mais au contraire une hyper forte hétérogénéité. Nous, on s'en rend compte, travailler avec le 93, c'est pas travailler avec Paris, c'est pas travailler avec le 78 par définition. Donc, rien que ça. Et on parle là du territoire en macro. Donc, quand on revient à l'échelle du territoire, de la situation de vie, de la problématique ou pas de santé, enfin, et qu'on cumule tous ces éléments, comment est-ce qu'on apporte une réponse adaptée c'est au travers notamment de ce que je vous indiquais, et de pouvoir aussi solliciter de l'étude par de la donnée. Moi, je crois beaucoup aux sciences humaines et sociales aussi dans ce qu'elles peuvent apporter. Il y a aussi aujourd'hui des bases bibliographiques extrêmement riches. Nous, on a une unité de recherche sur le vieillissement qui s'appelle l'URV. Je vous inviterai à aller sur leur site. Ils produisent beaucoup de bibliographies et de documents. Le CNAM est quand même un très, très, très gros pourvoyeur d'informations sur la question des seniors, des usages, de l'innovation sociale. Donc, ça reste pour nous, même pour nous, une base de référence assez forte. Voilà ce que je pourrais dire de manière un peu générique, mais vous dire bravo parce qu'on a besoin de vous plus que jamais pour pouvoir faire évoluer les produits, les initiatives, les services. Et parfois, c'est pas le premier coup, mais je pense à des projets que j'ai pu entendre et auditionner l'année dernière, sur lesquels on s'est dit, tiens, l'émergence d'opérateurs sur ce sujet-là ou de porteurs de projets nous fait dire que quand même, il y a sans doute un angle mort pour nous, administration, et qui nous permet de nous dire, bah, tiens, il faut qu'on investigue ce sujet-là. Et le dernier conseil, pardon, que je voudrais donner, c'est d'éviter de venir juste avec des projets tech, c'est-à-dire juste des projets. Alors, autant vous dire que des applis, on envoie, des palanquets d'applis. Quand l'appli, elle n'est pas raccrochée à l'usage, là aussi, j'ai l'air de dire des trucs un peu évidents, mais on a vu des applis qui étaient techniquement très intéressantes, mais qui ne correspondaient à aucun usage dans la vie réelle. Et donc, du coup, ça donne un peu un frein à un projet, et je trouve très intéressant. J'ai rencontré un porteur qui s'était présenté l'année dernière et qu'on n'a pas retenu, et qui nous a dit, j'ai pivoté complètement en me disant que l'appli était archi secondaire et qu'il fallait que je pense accompagnement avant de penser briques applicatif. Donc voilà, pour le conseil, je trouve ça intéressant. Merci beaucoup, Elsa. Jérôme, votre meilleur conseil? Ouais, j'irai sur beaucoup de points dans la tendance de ce qu'Elsa a pu évoquer. On se disait tout à l'heure, on n'est certainement pas sur un virage domiciliaire, un virage à l'équerre, mais j'y vois aussi, comme Elsa, une longue courbe. Et pour les porteurs de projets, il faut bien l'intégrer, je dirais, pour ne pas avoir raison trop tôt. Et on voit beaucoup de projets aussi qui avoir parfois parce qu'ils sont en décalage complet avec la réalité du marché. Et ça, il faut quand même bien l'intégrer. Quand on notait tout à l'heure que la moyenne d'âge, pour l'instant, de la téléassistance ou des personnes à maintenir à domicile ou qui ont un besoin de soutien fort ont 85 ans, il faut complètement l'intégrer dans son projet aussi sur l'acceptation de ce qu'on pourrait mettre en place. Donc ça, cette capacité à vraiment analyser la situation du marché, elle est en effet extrêmement importante. Après, ce qu'on rencontre aussi,
c'est cette approche un peu disruptive des porteurs de projets, pensant amener une idée qui va complètement révolutionner le secteur et qui pourrait venir même en fracture avec ce qui est proposé actuellement. Et je pense que ce n'est pas forcément la logique de création qu'il faut avoir, étant donné, et c'est ce qu'on s'est dit là tous ensemble, en tout cas sur des acteurs un peu historiques, ce qui va fonctionner demain, c'est notre capacité à travailler en réseau, à travailler ensemble. Donc demain, quelqu'un qui innove, je pense que la première réflexion qu'il doit avoir, c'est comment je m'insère dans cet écosystème qui est déjà existant et comment je viens le consolider, le renforcer ou permettre justement ce meilleur lien entre les acteurs qui est un peu en déficit actuellement, comme on a pu le souligner. Donc, demain, penser un système qui serait autonome et qui viendrait complètement disrupter le marché, j'y crois de moins en moins, et d'ailleurs, on en voit très peu émerger, mais c'est plutôt penser son projet en interaction totale avec les acteurs existants. Et ça, on a très rarement de projets qui viennent s'inscrire ou qui ont bien compris notre activité pour essayer de venir la conforter. On a vraiment besoin de cette approche-là. Après, c'est aussi de réfléchir à son modèle économique à moyen terme. Alors, c'est aussi peut-être une banalité de le dire, mais on a l'impression que ce n'est pas toujours vraiment pensé là-dessus. Or, nous, pour des acteurs déjà installés, on a besoin de voir aussi cette capacité à tenir dans le temps d'un partenaire avec lequel on voudrait s'associer. Et il faut penser et voir loin sur le modèle économique et pas être sur des logiques. C'est très bien, l'accompagnement de différents acteurs publics pour initier un projet, et tant mieux qu'on ait cette possibilité-là en France d'accompagner les jeunes pousses et les bonnes idées. Mais à un moment donné, il faut, je crois qu'Elsa le disait aussi, savoir décrocher de cette perfusion un petit peu publique pour le développement d'un projet et vraiment basculer dans un modèle pérenne économique. Ça, on a absolument besoin d'avoir cette visibilité-là pour travailler en confiance. Donc voilà sur les quelques principes que je rappellerai pour demain avoir autour de nous, et c'est un besoin essentiel. On a souligné quelques besoins attendus pour faire évoluer la téléassistance. On a besoin de ces innovations servicielles plus que technologiques. Donc on a absolument besoin d'avoir du dynamisme, mais empreint de réalité sur ce qu'est le marché et ce qu'est l'environnement actuellement. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, pour conclure C'est cette clair, table ronde et, t'inquiète. et ces échanges, Michael, ton meilleur conseil? Comme dit Jérôme, penser dans la durée. Moi, le facteur clé de succès, c'est vraiment l'ancrage territorial, l'ancrage local. Et mes ergos, tous les jours, me disent à quel point c'est de regarder justement comment fonctionne très localement la chaîne de valeur et de travailler les partenariats avec le CCS du coin. Enfin, c'est vraiment ça. On est tout à fait d'accord, mais c'est dans la durée qu'il faut l'envisager. Moi, après, je crois beaucoup à l'intrapreneuriat. Donc, dans notre secteur, je pense que les vocations, il y a beaucoup de passionnés. Et effectivement, sans être forcément tous entrepreneurs, on peut leur donner beaucoup de responsabilités, les associer d'une façon ou une autre, y compris capitalistiquement. Moi, j'utilise beaucoup cet outil. Et puis, les partenariats. Enfin, moi, c'est vraiment mon maître mot. Je dis souvent à mon équipe, si ça peut être le mot de la fin, je ne sais pas, mais arrêtons de ramer tout seul, faisons de l'aviron à plusieurs. Voilà. Merci pour la formule conclusive, Michael, qui vient mettre un point de synthèse sur nos échanges. Il y a une question dans le chat que je vais poser à Elsa. Elsa, du coup, en quelques instants, parce que j'aimerais pas déborder et vous prendre plus de temps à chacun. J'ai compris, Titouan. J'ai compris le message. C'est subtilement dit, mais j'ai compris. Non, mais évidemment, je ne voulais frustrer personne et c'est toujours de toute façon passionnant et on pourrait y passer des heures. Et il y a la question qui tue Elsa dans le chat, c'est comment on fait plus de prévention? Euh, donc là, en effet, c'est difficile de résumer, j'imagine, la complexité de cette question en trois points. Est-ce que tu veux en dire un mot quand même rapidement? Ouais, je pense que Jérôme notamment y avait répondu aussi tout à l'heure, alors en creux puisqu'on n'a pas répondu frontalement à la question, mais c'est cette question de comment on met en situation toutes les informations dont on dispose, qu'elles soient données numériques, données de vie, intervention du professionnel à domicile, etc. Comment en fait on arrive à avoir une approche un peu globale de la personne, hein, ça paraît un peu théorique comme sujet, mais c'est quand même ça, c'est comment est-ce que on voit les signaux faibles qui vont nous permettre
de dire on commence à être sur une situation qui peut générer de la perte d'autonomie. Et parfois, ce sont des signaux faibles. Alors, nous, on travaille par exemple avec les centres sociaux qui sont partenaires de la CNAV, en essayant d'étudier les personnes qui sont arrivées dans le cours de l'année et qui ont rejoint l'activité du centre social, pour se dire, tiens, là, c'est un pas ou une démarche vers une forme de socialisation qui peut être l'occasion d'aller ouvrir un besoin vers autre chose et qui n'est pas forcément exprimé. Parce que c'est ça qui est très compliqué, en fait, c'est que c'est très difficile pour les personnes d'exprimer leur propre situation de perte d'autonomie, de la voir, de pouvoir la conscientiser. Parfois, les proches ne sont pas toujours eux-mêmes les plus clairvoyants ou n'ont pas envie de voir parce que ce n'est quand même pas des très bonnes nouvelles qui arrivent derrière. Donc, c'est comment, là, l'appui des structures publiques, parapubliques et puis des professionnels, j'insiste beaucoup sur ce point-là, sont des hyper, je dirais, détectives des signaux. Par exemple, je vous donne un exemple, les métiers de l'évaluation à domicile repèrent un nombre de choses absolument incroyables sur, par exemple, un habitat qui était extrêmement bien rangé, structuré et qui commence à être un peu désordonné ou on aperçoit qu'il y a des signes comme ça de relâchement dans des habitudes du quotidien. Ça paraît très, très infime, hein, mais c'est à ce niveau-là que ça va se jouer. Du ménage qui était fait, qui n'est plus fait, des courses, les bilans nutritionnels, je vous le disais tout à l'heure, un frigo vide ou une alimentation qui n'est plus du tout adaptée est un signal sur quelqu'un qui, par exemple, commence à dire « Ah ben, je n'ai pas mangé ce midi, je n'avais pas très envie » ou « je n'avais pas faim et puis j'ai plus faim en ce moment ». C'est-à-dire vraiment, comment est-ce qu'on met en réseau? Alors nous, notre objectif aussi, c'est de mettre en réseau les professionnels qui interviennent à domicile, entre l'évaluateur, le bilan nutritionnel, les services d'aide à domicile. Pourquoi pas ce que pourrait révéler aussi la téléassistance pour qu'on puisse mettre comme ça l'ergothérapeute, toutes les personnes qui interviennent à domicile, pouvoir en fait en faire un puits de gisement et un puits de connaissances pour que les acteurs derrière, on puisse mettre en situation d'aller repérer les situations qui seraient les plus graves. Donc voilà, donc j'ai pas la solution et si je l'avais, autant vous dire que je l'aurais commercialisé et on aurait trouvé des solutions pour le monde entier. Mais c'est pour vous dire que on a absolument besoin, ça rejoint Titouan la question qui était très juste de la part de Silver Valley, qui était celle de la coordination et qui est du repérage des signaux faibles et forts et de leur utilisation au bon sens du terme, c'est-à-dire pas juste savoir, mais savoir et agir. Et ça, c'est le plus compliqué parfois. Merci beaucoup, Elsa. Je voyais Jérôme qui s'avançait sur son écran. Vous vouliez dire un petit mot en plus? Oui, peut-être en complément de ce que pouvait souligner Elsa, je pense que la prévention, la question clé, c'est l'anticipation et ce qu'on fait trop peu. Et là, si on a une cible de vouloir rajeunir le public équipé, alors on va dire d'une solution de téléassistance étendue à l'horizon des 75 ans, ce qui serait une cible intéressante, et pas les 85 ans où c'est déjà trop tard, eh bien il faut qu'on travaille sur les 10 années avant, c'est-à-dire autour des 65 ans, c'est-à-dire la fin de carrière, le passage à la retraite, la préparation à la retraite, et c'est là qu'on va pouvoir commencer à envoyer quelques signaux et quelques messages qui vont préparer un peu les consciences à s'équiper préventivement. Et pas attendre malheureusement l'accident. Donc c'est cette logique d'anticipation, mais qui doit être soutenue aussi par des politiques publiques et qu'elles doivent être renforcées. Et puis peut-être aussi, on a un rôle à jouer, hein, le rôle l'associatif ou le lucratif, à porter des solutions attrayantes qui stigmatisent pas ce qui serait la perte d'autonomie et donner envie de s'équiper relativement tôt ou de s'entourer de services relativement tôt avant de subir les premiers signes de la perte d'autonomie. Donc pour moi, la prévention, la clé, c'est essentiellement l'anticipation et des politiques volontaristes sur le sujet. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, on a une ultime question avant de vous laisser et qui sera du coup encore pour Elsa, mais cette fois-ci plus rapide. Pourquoi, Elsa, alors là, du coup, c'est le fonctionnement simple de la sécurité sociale, enfin simple, mais c'est le fonctionnement de la sécurité sociale dans la réponse. Pourquoi vous ne vous adressez pas les GIR en dessous de 1 à 4? C'est une répartition qui est réglementaire, qui est une répartition historique, hein. Les départements couvrent le 1 à 4 et l'assurance retraite coûte le 5 à 6.
qui a été par le passé un peu bousculé, réinterrogé. C'est une répartition des rôles et des missions des opérateurs publics, dont je ne connais pas l'archi-origine, mais qui date, ce qui est vraiment historique, hein. On pourrait se dire, en effet, ce serait plus simple que tout le monde couvre de 1 à 6. Ça pourrait être le cas. En revanche, je tiens beaucoup à le préciser, nous, on est très légitime sur la question du 1 à 5 parce que c'est aussi l'accompagnement des retraités au moment de leur passage à la retraite. Et donc, il y a une continuité de service. C'est dire, on sait que le passage à la retraite est un moment déterminant. Qui mieux que l'assurance retraite pour apporter une deuxième aide d'accompagnement via l'action sociale à ces publics-là. Donc, il y a une continuité quand même, il y a une logique de pensée. Et là où on est moins légitime sur un GIR 1, vraiment en situation de dépendance totale, c'est moins à ce moment-là que nous, on est les plus légitimes pour agir. Donc, c'est une répartition un peu historique entre les rôles et les missions des opérateurs publics. Merci à nos 3 prestigieux intervenants pour leur temps, pour leur connaissance et leur sympathie de partager toutes ces informations pour inspirer le développement des projets, pour inspirer des idées des 2 autres décideurs qui nous écoutent, Elsa, Jérôme, Michael. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Je pense qu'on aurait pu en avoir des heures encore. Et Titouan, c'est ce que j'allais dire, vu la granularité du sujet et sa complexité, la prochaine fois, Silver Valley organisera un bootcamp d'1 semaine où, avec les 37 Voilà. personnes qui nous écoutent, on partira tous ensemble pour traiter Avec ce plaisir, sujet. ouais. Avec plaisir. Pari pris pour l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est un sujet passionnant et merci vraiment à Silver Valley d'avoir eu l'initiative d'ouvrir aussi cette thématique-là dans le cadre de la Silver Week. Ça avait tout à fait du sens et de la pertinence. Merci beaucoup, Elsa. Et je rappelle que votre appel à projet est ouvert et les porteurs de projets qui nous écoutent d'aller voir le profil de l'assurance retraite, le profil LinkedIn de l'assurance retraite et celui d'Elsa pour avoir les informations sur l'appel à projet. Assommez-nous de dossiers et faites-nous travailler pour qu'on instruise avec Silver Valley, France Active, Make Sense, tous les dossiers reçus. Donc, vraiment, on est là pour étudier vos projets et vous accompagner. Merci Jérôme, merci Mickaël, merci Elsa, à bientôt et merci encore pour ce riche moment. Au revoir, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci à vous.